intervention suivante sur Vespa Grip peut détruire les nids sans produits chimiques. Voilà, qui est un prolongement, on va dire, naturel de votre première présentation et des démarches que vous avez présentées. Oui. Alors, vous avez compris qu'on a nos 3 pôles, sur lesquels on travaille, et les uns ont fait s'intéresser au sujet suivant. La notion de signalement est venue par le fait que, dans le cadre du projet de diagnostic, quand on travaille avec les communes, on a constaté qu'elles étaient très mal équipées en général sur la façon de gérer l'interactivité après un signalement. Donc, on est arrivé à faire cette démarche et on a aussi constaté que finalement, elles étaient très intéressées par le fait d'avoir des solutions sans produits chimiques. Et le projet que je vais vous présenter a différents atouts, dont celui-là, et qui donc consiste à détruire les nids de frelons asiatiques sans produits chimiques et les valoriser. C'est donc la même équipe, sauf que Pascal n'est pas dans cette équipe, mais la même équipe, Isabelle, Raphaël et moi, qui travaillons sur ce projet. Et de nouveau, on est énormément en participatif. On a beaucoup de bénévoles qui contribuent avec nous. On les remercie largement sur ce genre d'activité. Donc, pourquoi on s'intéresse au sujet? Eh bien parce qu'aujourd'hui, la règle veut que, ici on a rappelé un texte 2013 qui est un peu la référence sur la prévention de la lutte et qui permet de gérer l'impact du frelon asiatique. C'est quelles sont les bonnes pratiques. Et la bonne pratique, c'est mettre un biocide autorisé en œuvre, de décrocher le nid après intervention au plus tard 72 heures plus tard, et aussi d'avoir détruit en finale, le nid est transporté et détruit par un procédé évitant la diffraction dans l'environnement d'insecticides injectés dans le nid. Bon, vous connaissez, je vais assez vite sur cette partie-là, je vais économiser du temps là-dessus. Il y a des expérimentations ou même des exploitations commerciales qui se font en pistolet insecticide, en perche majoritairement aujourd'hui, ou à pied quand c'est des nids primaires, ou en drone insecticide, qui est là aussi aujourd'hui, mais qui est encore un aspect assez, je dirais, marginal. Constat aujourd'hui. Bon, la pratique la plus courante, c'est les produits chimiques à base de permétrine et occasionnellement ou de plus en plus du pyrètre végétal qui est moins rémanent mais qui sont écotoxiques. Objectivement, dans les expériences que je vis, je ne peux pas dire qu'il y ait un systématisme sur le décrochage du nid après traitement chimique. Donc, on pollue avec le produit chimique. Et on a des méthodes de mise en œuvre des produits chimiques et pour lesquelles il y a une vraie difficulté d'ajuster la dose nécessaire, d'ajuster la dose à la dose nécessaire. C'est surtout vrai dans le cas du pistolet insecticide, où j'ai participé à différentes interventions et où j'ai constaté que c'est assez aléatoire. On va mettre de 15 à 40 balles dans le nid pour assurer le résultat. Donc, pourquoi 15, pourquoi 40? Je n'en sais rien du tout, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Donc, ici, aujourd'hui, on a 2 impacts majeurs. C'est la contamination des sols, les oiseaux qui vont se nourrir des frelons et des larves. Et puis, on a un déchet écotoxique qu'on produit alors que on conduit tous des combats pour la protection des pollinisateurs et les solutions de prévention ou de curative, mettre du produit chimique dans la nature. Il y a quand même un axe fort qui est également à la base de la réflexion qu'on a conduite, c'est qu'il y a quand même un plan éco-phyto qui est plus ou moins efficace depuis 2018 et il y a un des axes majeurs qui est dedans, qui est rechercher et développer des alternatives aux produits phytosanitaires et on s'inscrit complètement dedans. Les trois atouts de ce projet, c'est d'être exempt de produits chimiques, ça ne produit pas de déchets écotoxiques et on peut valoriser le nid, qui est un sujet qui a été évoqué par Denis ce matin, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on a mis ensemble pour construire cette solution de destruction mécanique d'un nid de frelon sans produits chimiques? Eh bien, on a différentes fonctions qu'on a réunies. On a d'abord une partie qui permet de mobilité pour positionner en proximité du nid l'outil qui va être un microtracteur ou un robot porteur suivant les options. On doit se mettre au niveau de la position globale du nid, c'est-à-dire en hauteur. Donc, le principe global du concept est
pour le faire simple, c'est une pince à sucre qui va aller prélever le nid dans la nature, là où il se trouve. Et donc, on a ces différentes fonctions à traiter pour atteindre l'objectif. Il faut se mettre en élévation. Donc, on a choisi une solution avec un type de mât télescopique qui permet un accès à plus de 20 mètres, sans devoir installer d'une façon complexe la machine. Il faut faire une préhension du nid de type grappin. Et il faut, à ce niveau-là, bloquer la sortie des frelons du nid et préparer l'enveloppement. On enveloppe le nid dans un emballage étanche pour permettre une efficacité du gaz neutre qui est utilisé. En l'occurrence, ici, on va utiliser du gaz carbonique. Tout ça, ça fait partie du brevet qui a été déposé. On va décrocher le nid de son support. Aussi, c'est d'une certaine complexité parce que vous qui êtes également observateur des nids, il y a des branches, il y a plein de petites choses qui sont gênantes pour pouvoir le décrocher. Ensuite, on va neutraliser par le gaz neutre avec l'activité du nid. Et on a ici, bien sûr, comme ça a déjà été évoqué, soit une capacité à l'anesthésier ou administrer une dose létale dans un contexte du respect de l'insecte. Et on a toute une série d'éléments, dont le pilotage à distance pour mettre les gens en sécurité et des accessoires de préparation et d'élimination du nid. Et tout ceci, ça fait la solution que l'on a élaborée et qui est en stade de brevet déposé aujourd'hui et pour lequel on va chercher à construire un prototype. Le brevet, il est à l'étape de publication au niveau de l'ENPI en septembre 2021. Il a 9 revendications principales, il a 9 revendications, non, qui ont été évaluées et qui sont vues par l'examinateur comme étant dignes d'un brevet qui a un caractère de nouveauté, qui a une activité inventive, une possibilité d'application industrielle. C'est les 3 éléments clés chaque fois quand on dépose un brevet. Et on a une extension de brevet européenne en cours et qui vient d'être publiée le 20 octobre en tant que demande de brevet européen et qui donc suit son cours normal, je dirais, comme les autres. Ici, c'est l'extrait du dessin qui est inclus dans la demande de brevet. Ici, on a un mode de transport robot, mais robot de transport, qui sera peut-être un micro-tracteur ou une autre solution encore à laquelle on pense. On a ici le mât qui est rétracté à 4 mètres à peu près. Un grappin qui donne la physionomie. On est plutôt sur 5 dents plutôt que 4. Une première poche qui va créer une étanchéité et un gonflage à la fermeture du grappin. Et ensuite, une poche, je dirais, qui va être jetable, qui va, elle, être étanche, qui va permettre d'intégrer le nid et qui va permettre de faire un gazage intégral du nid avec un temps assez court. Je vous montre ici les photos de la semaine dernière. On est en train de tester le procédé. Donc, on commence par le principe, c'est exactement le principe du brevet. On va boucher le trou d'entrée et on va ensuite emballer le nid. La technique se base sur le fait d'avoir du gaz neutre que l'on va injecter, donc il est alimentaire en plus. Et les références, donc, je vous disais tout à l'heure qu'on est très gourmand de toutes les publications qui existent, donc on est avide de tout ce qui est publié pour s'en inspirer, et on n'est pas, nous, créateurs de données scientifiques, on les exploite plutôt au mieux avec les compétences que l'on a, et entre autres ici, c'est le gaz carbonique. Ici, c'est l'opération qu'on a faite la semaine dernière avec un absolu bénévole qui est sans doute également à l'écoute de la conférence et où on avait décroché le nid que vous avez vu tout à l'heure. Il est en train d'être gazé et on va en mesurer l'état de destruction et ensuite on va effectivement exploiter le nid. Donc, en tant qu'étape clé pour que le projet prenne vie, on a considéré que le brevet était important parce qu'aujourd'hui, on est à court de financement et donc le fait de déposer un brevet va permettre d'avoir des ressources financières par le fait de pouvoir le valoriser potentiellement. On a un premier cahier des charges fonctionnel qui est défini avec une évaluation d'une trentaine de composants de base qui sont étudiés. On a plusieurs points techniques à arbitrer dès l'avancement avec les partenaires qu'on est en train de choisir. On a des budgets, on sait exactement combien va nous coûter le projet, le prototype à construire. Et on a un premier tour de table des partenaires techniques qui est identifié entre mécatronique, des matériaux composites et des solutions électroniques. On est un peu comme dans la solution précédente, on est plutôt de nouveau dans une solution un peu technologique qui est fondamentale pour pouvoir faire quelque chose qui soit efficace. Alors, nos prochaines étapes clés,
c'est améliorer la protection du brevet avec ce qu'on est en train d'expérimenter, avec des possibles abonnements. On doit surtout construire un plan de financement parce qu'on est à court de finances. Et on va concrétiser les partenariats de construction du prototype là, dès qu'on peut. Et ce qu'on vous montre en photo ici, c'est que là, on a mis une dose assez significative pour pouvoir travailler, mais insuffisante pour tuer. On aurait pu faire plus de doses puisque au moment du décortiquage que l'on a réalisé, on a continué à avoir des frelons qui étaient actifs et qui donc avaient je dirais qui permettent, je dirais, d'être traités d'une façon optimale dans un objectif alimentaire que je vais vous présenter maintenant. Le troisième intérêt de cette démarche, c'est qu'il permet de valoriser le nid détruit, qui a été évoqué précédemment, et s'adresser au marché alimentaire d'insectes potentiellement. Je passe assez rapidement sur ces données parce qu'elles sont globales, mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas farfelu de penser qu'aujourd'hui, on puisse chercher à valoriser le nid et éviter qu'on mette dans la nature un déchet écotoxique qui est traité avec des produits chimiques ou qui pourrait faire appel à des solutions qui viendraient peut-être être perturbantes pour l'environnement si on travaille sur des solutions virus ou autres, ou en tout cas qui sont également intégrées en termes de risques, et qui donc ici permettent absolument de valoriser le nid sans aucun produit chimique. Pour vous montrer simplement quelques applications, il y a des fermes d'élevage de grillons en Thaïlande. J'ai sorti ça d'une étude qui a été faite par un universitaire en septembre 2018 à la faculté de Limoges. Et ici, une vente traditionnelle de nid de guêpe pour l'île de la Réunion. Et c'est un mets particulier à l'île de la Réunion qui a plus de valeur que le côté nutritif simplement du frelon, puisqu'il a un côté festif qui est reconnu pour les nids de guêpe ou équivalent. Et donc, on s'inscrit ici dans le marché global de l'insecte pour lequel les hyménoptères représentent 14% des données qui ont été échangées, pour vous montrer que c'est quelque chose qui est actif et qui va changer. Aux États-Unis, il y a une organisation globale qui réunit déjà toutes ces entreprises en termes d'exploitation et de création d'une production, je dirais, d'insectes à destination alimentaire ou animale. Et en dessous, je vous ai mis des images qui ont été réalisées. Je vous ai pris ici des extraits d'études qui ont été travaillées avec une école de commerce qui nous a aidés pour voir si oui ou non c'était sérieux d'imaginer que ce soit possible. Et donc on a y compris des restaurations et des festivals gastronomiques qui existent. En Corée, des étudiants en 2020 viennent de faire une étude pour montrer l'intérêt de la valeur ajoutée nutritive du frelon, entre autres, et qui donc présente également un intérêt de ce type. Ici, donc, on est dans cette démarche-là. On a évalué sur le nid de la semaine dernière. Enfin, on est en train de faire, on a congelé pour l'instant parce qu'on n'a pas eu le temps de tout compter, mais on est en train d'évaluer, de faire du comptage de contenu de larves de nid pour savoir si on parle de 50 grammes, 100 grammes, 150 grammes par nid produit en fin de saison. Et on constate, pour corroborer des choses qui ont été dites sur un autre sujet, on a constaté qu'il y a encore plus de 1000 dans ce cas-là. Hein, on a fait un début de comptage. Il y a plus de 1000 larves encore actives et qui ne sont pas mortes dans le nid, donc la semaine dernière. Alors, voici les échantillons qu'on est en train de récupérer, qu'on va compter sérieusement et on essaie d'identifier les choses. Donc, nos enjeux, c'est de construire le financement. Pour ça, on a l'association qui est d'intérêt général qui permet aux particuliers, à tout le monde, de bénéficier d'un avantage fiscal pour contribuer au financement. On a des partenaires financiers, on a une aide financière de la région Nouvelle-Aquitaine pour nous aider sur ces projets et on essaye d'élargir notre table de partenaires pour, je dirais, bien avancer. Donc, notre étape clé pour 2022, c'est boucler notre financement, c'est réaliser à minima la tête de mât comme outil pour démontrer la faisabilité intégrale du prototype et puis le tester en situation simulée donc en 2022. Voilà ce qu'on voulait dire sur ce projet. Pour information, le prototype coûte autour de 150 000 € à construire, mais l'outil ensuite, qui n'a besoin de rien d'autre une fois qu'il est investi, va être bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, puisqu'ici, on doit créer
les pièces de référence, on doit créer les ensembles, enfin bon. Mais après, ça va être beaucoup, beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Voilà, nous avons fini avec cette présentation et on y croit dur comme fer. On a un mât de 20 mètres qui permet à peu près d'aller chercher un nid qui va être à 22 mètres, 23 mètres de hauteur, qui doit pouvoir s'installer en 15 minutes et qui doit pouvoir descendre le nid en 15 minutes. Un peu plus long qu'une destruction actuelle, mais parce qu'aujourd'hui, on ne respecte pas toutes les règles dans la destruction. Une question notamment, vu que vous utilisez la technique classique de boucher l'entrée du nid et l'emballer, quel est l'intérêt d'utiliser cette méthode par rapport à la congélation classiquement utilisée et notamment recommandée dans la note de service du ministère? Alors, ce qu'on a montré là comme photo, c'est pour vous dire ce qu'on fait. Mais la solution l'intérêt de la solution, elle est dans le fait que c'est un mât embarqué qui permettra de monter à 20 mètres. Donc, on va pouvoir aller à peu près dans tous les arbres. Et tout à l'heure, il a été redit ce matin que 70% des nids sont en hauteur dans la canopée des arbres. Donc, ça vaut pour la solution des drones qu'on a vu précédemment et la solution ici. Et donc, du coup, on a une installation qui permet d'aller agripper le nid, de gazer le nid sur place, donc de tuer le nid. On n'a pas besoin d'autres accessoires, je dirais. Et il n'y a personne qui aujourd'hui est en mesure d'aller congeler un nid à 20 mètres. Je ne sais pas qui a une solution aujourd'hui qui fait ça. C'est intéressant de savoir si ça existe. Donc, on récupère le nid et on en fait ce qu'on en veut. Soit on peut, avec les pieds, l'écraser pour écraser tous les bestiaux qui sont dedans, soit on le valorise. Et effectivement, il a été dit par Julien, je crois, ce matin, qu'un nid de frelon aujourd'hui, ça vaut au moins une centaine d'euros là où ça se vend. Donc, plutôt que d'avoir, on devrait théoriquement, aujourd'hui, la bonne pratique qui est rarement, mais rarement respectée, où on décroche le nid, on le détruit, on l'incinère, on en fait quelque chose de ce genre. Donc, on doit payer pour détruire un déchet qui est écotoxique. Là, on va avoir un déchet qui est valorisable et qui peut avoir, je ne vais pas parler de réduire le coût de la destruction parce qu'il faut des opérations à réaliser, mais qui change les economics, qui change les éléments économiques de la destruction et qui, ici, ne génère plus de produits chimiques. Donc, le désinsectiseur va faire une économie sur les produits chimiques qu'il va pouvoir mettre dans l'investissement de la machine et qui va donc être propre, quel que soit le nid. Alors, bien sûr, ça n'est ici envisageable que pour les nids qui sont dans des dimensions réalisables. Bon, dans une deuxième phase, on imagine qu'on pourrait avoir un grappin portable de la même façon, qui aurait toujours ces mêmes mécanismes d'anesthésie embarqués dans le grappin, qui est en fait l'originalité de la solution, c'est le grappin, la fermeture, l'ensachement, le gaz carbonique et l'élimination de ce type-là, qui est le cœur du brevet, qui est donc, je dirais, inscrit dans l'approche. Alors, c'était les questions par rapport à la valorisation, puisque ce matin a été dit par Denis Thierry qu'on retrouvait pas mal de pesticides dans un nid de frelons. Ça voudrait dire que si on veut commercialiser les nids, il faudrait quand même faire des analyses sur chaque nid pour être sûr qu'ils sont consommables. Alors, par contre, ça, c'est une découverte, hein, je l'ai découvert. Donc, déjà, on va essayer de trouver toutes les études qui en parlent, s'il y en a, et ça m'intéresse de les avoir, pour voir quelle est la toxicité et le taux de... Parce qu'aujourd'hui, quand on achète du saumon d'élevage, il y a oui, peut-être qu'il y a peut-être toxicité, mais donc il faut définir comment c'est. Si quelque part il est constaté qu'ils sont nocifs, 100% des nids sont nocifs, eh bien, il faut abandonner la piste de la valorisation qui était un plus, mais ça n'enlève pas le fait qu'on va travailler sans produits chimiques et que donc on n'aura pas l'atout de la commercialisation possible de la valorisation, mais on a de toute façon le côté intrinsèque de la suppression des produits chimiques.
Donc, on va se mettre à voir tout ce qui existe et ça nous intéresse pour ceux qui écoutent, s'ils ont connaissance de ce genre de choses, de nous informer et de contribuer à l'étude parce que normalement, mais j'ai aucune idée. Voilà. Toxicité, on prend le point, ce serait dommage, mais ça n'enlève pas la solution, puisqu'on va toujours être sans produits chimiques. Bien, merci.